Salut à tous et bienvenue sur Delevated, posez-vous, mettez-vous bien et surtout accrochez-vous parce qu'aujourd'hui c'est parti pour un nouveau marathon et cette fois on plonge dans un monde perturbant et fascinant, rempli de pépites méconnues et de films amateurs, de génies incompris et d'edgelords trop subversifs. Le monde du cinéma extrême. On est de retour, et oui ça fait du bien, ça fait un moment qu'on n'a pas posté de vidéo sur cette chaîne YouTube mais c'est bon, on est de retour. Et forcément pour cette nouvelle vidéo, on est retourné chercher du côté d'une vidéo qui vous avait plu par le passé. Sauf que qu'est-ce qu'on peut faire de mieux qu'Ariel Dombal? Comment on peut aller encore plus loin dans l'insupportable? Naturellement, on a fait appel à vous, notre petite communauté qu'on adore. On vous a demandé des recommandations de films pour un marathon de films extrêmes. Et sur cette liste, on a fait un tri pour sélectionner 5 films qui passeraient dans ce nouveau marathon. Alors avant toute chose, abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas encore fait, ou si vous nous découvrez grâce à cette vidéo. Et en plus, je peux le dire cette fois, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on a une petite surprise pour vous. Évidemment, les films qu'on va aborder et les thèmes qu'on va aborder, tout ce qu'on va aborder en vidéo aujourd'hui, c'est assez chaud. Mais vous inquiétez pas, la vidéo restera regardable pour le grand public. Le but de la vidéo, c'est pas de vous faire subir les horreurs que nous-mêmes on a subies, et de toute façon, on peut pas montrer grand-chose des films qu'on a regardés sur YouTube, soyons sérieux. Je mettrai des petits trigger warnings au début de chaque film, parce que chaque film a son petit trigger warning personnalisé, mais malgré ça, c'est impossible d'évoquer ces films sans évoquer un certain nombre de dingueries. Donc, soyez prévenus. Mais heureusement que ça reste de la fiction. Hein. Exactement. Parce que nous, le cinéma extrême, avant de faire ce marathon, c'est pas quelque chose qui nous était parfaitement inconnu. On va se l'admettre, on a déjà vu pas mal de films dégueulasses. Tu sais à quoi ça me fait penser, là, ce petit nœud d'intestin? Ça me fait penser à Grotesque, que j'ai vu il y a pas longtemps. Ah ouais? Personnellement, le cinéma extrême, je le vois un petit peu comme le black metal, tu vois. Genre, c'est une communauté intéressante, il y a pas mal d'œuvres super cool à découvrir, mais il y a une partie du public, on va pas se mentir, c'est au mieux des gens un peu chelous, au pire des gros incels et des personnes peu fréquentables. On vous voit, hein. Du coup, plutôt que de vous infliger des films qui sont pas toujours foufous et qui pourraient vous traumatiser, ou pire, de prendre un ticket pour un festival de cinéma extrême qui est gangréné par des personnalités plus que douteuses, et bah restez avec nous, on est vachement bien ici, la vidéo est faite pour vous. Comme pour le marathon Ariel Dombal, évidemment, il y a des règles et on y revient. Tout d'abord, et ça c'est vrai que je l'avais pas dit au premier marathon, ce qui est un peu con parce que c'est le concept de la série, on a regardé les 5 films à la suite, sans pause, comme un vrai marathon. C'est con de pas avoir dit ça quand même dans l'intro de la précédente vidéo. C'est un peu l'essence même de ce qu'on fait. Hein. Ouais, voilà, la performance passe un peu au second plan du coup. On a choisi 5 films extrêmes, trop extrêmes. Vous voyez ce que je veux dire? 5 films perturbants, 5 films choquants, 5 films gore, bref, 5 films qui avaient la réputation d'être extrêmes. On a aussi choisi 5 films variés, autant au niveau des années, que des thèmes abordés, que des pays d'origine, enfin bref, 5 films un peu différents, histoire qu'on se fasse pas trop chier, même les durées on les a variées. Et dernière chose, on a sélectionné 5 films qu'on n'avait pas vus auparavant, ce sera donc 5 découvertes, comme pour Ariel Dombal en fait. Ah, mon plus grand désarroi, on ne pourra jamais faire de marathon Garfield. Et non, on est plutôt parti sur des titres assez connus dans le milieu du cinéma extrême. Et en même temps, on a sélectionné vos recommandations, donc si ça vous plaît pas, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même, quelque part. Je vous ai déjà dit qu'on vous aimait beaucoup. Pour cette édition du marathon trop extrême, la liste des films est donc Two Girls, One Gut de Guy. C'est comme ça qu'il est crédité sur Allociné. Un petit bonbon pour se mettre en jambe avant une longue journée d'horreur et qui nous a été recommandé par notre pote du podcast Cinéma Osef. Deuxième film, August Underground, réalisé par Fred Vogel en 2001, un film américain. Troisième film, Man Behind the Sun de Toon Fei Moo, réalisé en 1988. Vase de noces de Thierry Zeno, réalisé en 1974. Guinea Pig Devil's Experiment de Satoru Ogura, réalisé en 1985. Et enfin Salo ou les 120 journées de Sodome de Pier Paolo Pasolini, réalisé en 1975. Ouh, c'est un sacré line-up qu'on a devant nos yeux. Comme le dit si bien Johnny Knoxville, n'essayez pas ça chez vous. C'est un petit cours de 5 minutes, on commence avec ça avant d'attaquer notre journée de travail et avant d'attaquer les pizzas. Parce que moi j'ai la dalle là. Two Girls, One Gut. Je vous laisse deviner pourquoi on nous l'a recommandé. Dans Two Girls, One Gut, on suit 2 personnages féminins qui sont, comment dire, très attachés l'une à l'autre. On peut commencer comme ça ? Y a pas grand chose à dire sur ce court métrage, c'est un cours de 4 minutes où 2 femmes se tirent reliées par un intestin, elles ont un nœud et du coup elles tirent comme 2 chiens qui tireraient à la corde. Ah, bah on a Two Girls, on a One Gut hein. Après que les 2 femmes se soient un petit peu tirées sur le bout, je sais pas trop comment dire ça de façon classe. Elle lâche pas hein, elle a raison. L'une d'entre elles a l'air de plus s'en sortir, ce qui a l'air d'énerver l'autre qui décide de lui éclater la tête par terre. Tu peux l'assommer, tu peux faire ce que tu veux, c'est accroché hein. Écoute,
C'était sympa comme court-métrage. On est sur un truc avec une lumière très blanche, avec le sang très rouge du coup qui ressort pas mal, ce qui est plutôt joli, c'est plutôt pas mal éclairé, mais ça sent le zéro budget. Les FX, sans être incroyables, sont plutôt jolis, plutôt efficaces, et le sound design est au premier plan. Bon, je vais pas vous mentir, c'est pas un film à regarder quand t'as du monde à côté. Bon, après, si vous êtes un détraqué et que vous regardez du porno avec du monde autour de vous, hein. Oui, dans ce cas-là, ça changera rien du tout. Je dois admettre que quand on nous a recommandé ce film là avec ce titre très prometteur, Two Girls One Gut, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus crado que ça. Je me sens d'humeur chantante aujourd'hui. Oh là. Et il n'y a pas beaucoup de caca pour un film qui tourne autant autour des intestins. Mais si à ce moment-là du marathon on n'était pas encore vacciné contre le caca, ça allait bien vite changer. Bref, c'était le petit bonbon pour se mettre en jambe, le titre est rigolo, c'est ha ha ha. Allez voir Cinéma Osef, merci à lui pour la recommandation. Et maintenant c'est l'heure de rentrer dans le dur du sujet avec le premier vrai film de la sélection, August Underground. Dans August Underground, on suit Peter et son pote le caméraman au rire insupportable. Oh, le rire du caméraman qu'on va entendre pendant tout le film là. Je le sens. Pendant leur folle escapade meurtrière. En termes de scénario, ça s'arrête à peu près là, mais je vais vous raconter à peu près ce qui se passe dans le film quand même. Le film est un fausse neuf en fan footage filmé à la mini-DV et s'ouvre sur Peter dans sa cave avec son pote le caméraman qui torture une femme. Et pour filmer aussi son copain qui est découpé dans la salle de bain. Moi je suis toujours assez fasciné, c'est par les comédiennes surtout qui acceptent de jouer dans ce genre de film. Alors tu vas pleurer, on va te verser de la pisse sur la gueule et on va te toucher les tétons pendant quelques minutes. Ça te dit de jouer dans mon film, dans la conversation quoi. Et on est directement plongé dans l'ambiance de August Underground parce que tout est montré, tout est très très graphique et rien n'est épargné aux yeux du spectateur. Tout ça dans une ambiance de caca vomi très très sympa. Il a marché dans de la merde et lui mettre de la merde sur le genou, c'est vraiment pas cool, hein. Ça donne le ton du reste du film parce que toute la scène semble complètement improvisée avec des dialogues plus qu'aléatoires, des espèces de longs plans séquences dégueulasses sur des matières fécales et des plaies ouvertes. Il y a une scène du caméraman qui s'amuse à récupérer le de sa victime pour lui remettre dans son. Je vous avais prévenu que j'allais décrire des trucs dégueulasses. Bref, toute l'ambiance pipi-caca un peu réaliste d'August Underground est étalée dans sa scène d'intro, et ça, on va pas vraiment en sortir pendant tout le reste du film. Qu'est-ce qui t'a le plus rebuté dans cette scène d'intro d'ailleurs? Franchement je trouve juste que c'est moche. C'est surtout, non mais en vrai dans le bon sens du terme. Bref, après cette scène d'intro tout à fait charmante, Peter et son pote prennent la voiture et prennent en stop une autostoppeuse. Là encore, l'odeur nauséabonde du film vous agresse les narines pendant cette scène extrêmement gênante où Peter agresse cette femme, la bat quasiment à mort et la laisse pour mort sur le côté de la route. Le tout ponctué par ce magnifique rire de caméraman que vous allez détester à la première seconde, je vous le dis tout de suite. Et ensuite on a le droit à la première séquence de ce qu'on appellera les escapades de Peter et son pote dans August en vacances. Dans ce premier chapitre de August en vacances, Peter et son pote vont à un concert de métal. C'est trop des mecs extrêmes, ils écoutent du métal. C'était horriblement gênant. C'était très mignon cette petite foule qui danse. Il est tellement extrême qu'il se fait dégager du concert de métal. Come over here and fucking suck my dick! Cette manie dans le cinéma d'horreur de mettre du métal pour montrer que le personnage est trop dérangé, c'est légèrement énervant. Enfin bref, ensuite Peter aide une petite vieille à ramener ses courses chez elle, puis l'assassine dans son domicile, et je me demande encore une fois quelle petite vieille a accepté de jouer ce rôle. Peut-être la grand-mère de Fred Fogel. Mamie, je tourne un film, je vais être un grand réalisateur, ça te dit de jouer dedans? T'as la désillusion de la grand-mère si c'est le cas. Après ça, Peter et son pote décident d'aller faire des courses au supermarché pour foutre le bordel comme des petits délinquants, sauf qu'on est dans August Underground et que très vite les choses prennent un tournant beaucoup plus malsain. Don't fucking move! Don't fucking move! Et qu'on poignarde le caissier, et qu'on va tabasser les clients, et même si le tout est effectivement super malsain, à un moment donné pendant la scène on peut pas s'empêcher de se demander est-ce que je suis vraiment en train de regarder Peter forcer le client du fond du supermarché à renifler le cul de sa copine? Get your fucking
head over here. Sniff that. You're fucking tasting. Sniff it. On dirait bien que oui. Et comme toutes les autres scènes, c'est extrêmement long, on n'en voit pas le bout, c'est malsain, et à la fois c'est complètement ridicule. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de nous montrer des tueurs en série qui vont à France Miniature ? Oui, parce qu'on en a pas parlé, mais avant ça, on a droit aussi à bien 10 minutes de Peter et son pote qui vont visiter les abattoirs. On a aussi droit à bien 5 minutes de Peter et son pote qui sont à la ferme. Est-ce que vous étiez vraiment obligé de me mettre un vlog champêtre dans mon Snuff Movie ? Et le petit chat, et la chèvre, et la vache, Il y a le cochon. Il y a tout dedans, c'est la totale. Vraiment, Auguste va à la ferme. Et c'est pas fini, parce qu'ensuite Peter, il va se faire tatouer. Après toutes ces scènes inutiles, ça m'a presque fait du bien de revoir du gore. Parce que oui, à un moment, le gore revient, et Peter et son pote séquestrent et torturent le tatoueur et son frère jumeau. Mais finalement, assez vite, on arrive à saturation avec ce genre de scène gore, comme avec les scènes du début dans la cave, avec les coupés et le dans le cul. Mais on en arrive assez vite à un stade où on se dit, bon... Ok, il y a des parties coupées un peu partout, il y a du pipi sur les murs, il y a du caca sur les chaises. Est-ce qu'on peut nous montrer autre chose ? Ne demandez jamais à voir autre chose dans August Underground. En effet, on a droit à une scène de quoi ? 30 minutes de Peter et son pote qui se tapent des putes. On avait envie de voir ça, Peter et son pote qui se tapent des putes. You can see what else he does. Not that I would know. Je dois admettre qu'à ce moment-là du marathon, on savait plus trop ce qu'on regardait. Là, je crois qu'on est passé sur un porno, là. Et ça dure une éternité. Mais butez-les, c'est pour qu'on en finisse, on sait très bien que ça va finir comme ça, le film a zéro QI de toute façon. Et effectivement, à la grande surprise des spectateurs, Peter décide de tuer une des prostituées. Plus précisément, il lui défonce le crâne avec un marteau pendant qu'il la pise. Oh, il va y avoir beaucoup de mots bipés pendant cette vidéo. Quand elle voit ce qui s'est passé, la deuxième prostituée s'en va en courant, évidemment, et nos deux protagonistes la poursuivent. Et c'est là que le film s'arrête. Bon, qu'est-ce qu'on en pense de tout ça ? Avant de donner notre avis, il y a quand même 2-3 trucs intéressants à savoir sur le film. D'abord, il faut savoir qu'au moment où il réalise ce film, Fred Vogel est prof en effets spéciaux à l'école de Tom Savini, donc il sait ce qu'il fait en termes d'effets pratiques. Et effectivement, tout du long du film, les effets sont très convaincants, très réalistes, vraiment dégueulasses. Évidemment, la palme revient probablement à la prothèse de tête coupée sur lequel on étale du c'est vraiment répugnant. Et à écouter le réalisateur en interview, il aurait perdu son travail à cause des répercussions de August Underground et un peu de réaction des gens à son film. Est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé ? Nous le saurons jamais. Ça sent un petit peu la com à la Blair Witch. Et tu crois pas si bien dire Softy, parce que quand on l'écoute en interview, Fred Vogel, ça a pas l'air de lui poser problème de se mettre au même niveau que Blair Witch Project en termes d'influence dans le fan footage. Et d'ailleurs, ça lui pose pas non plus problème de se comparer à Toby Hooper ou George Romero. C'est vrai que je l'ai pas mentionné, mais c'est bien le réalisateur du film qui joue le personnage de Peter. Ça en dit long sur l'ego, ou le manque de moyens, ou les deux. Son objectif c'était simple, c'était de faire le film le plus réaliste possible, le plus perturbant possible. Il a même un truc de marketing à la Blair Witch Project, effectivement, où il déposait des VHS dans les aires de jeux pour enfants ou près des aéroports. Un marketing qui leur a savamment arrêté au 11 septembre, parce que après le 11 septembre, on dépose pas des colis suspects devant les commissariats. Pour ce qui est du film en lui-même, j'ai trouvé ça assez compliqué à regarder, et pas nécessairement pour les raisons que vous pensez. Alors oui, les effets pratiques sont très efficaces, c'est gore, c'est malsain, c'est dégueulasse, et c'est poussé encore plus loin dans le réalisme que Henry Portrait of a Serial Killer, qui était une des grosses influences du film. Mais tout ce que j'en retiens, moi, c'est un long film avec quelques scènes très gore effectivement, mais surtout beaucoup de scènes de vlog pas du tout intéressantes, et surtout un humour pipi caca d'enfant de 7 ans qui a jamais passé la phase anale. Put shit in her pants. Sans déconner, c'est quoi cette obsession avec le caca ? Et c'est pas que cette obsession avec le caca et le pipi, c'est vraiment QI négatif tout du long. Il y a même une scène où ils vont à la ferme et où ils se moquent d'une chèvre parce qu'elle a des énormes pies. C'est chaud. On va pas roast les chèvres maintenant. Le fait que ça soit filmé à la caméra mini DV et qu'il y ait une colorimétrie un peu saturée, un petit peu dégueulasse, ça ajoute du réalisme au film et ça ajoute ce côté un petit peu rebutant qu'on peut avoir en le visionnant. Mais pour moi, ça justifie pas le rythme du film et le fait qu'on s'emmerde aussi vite alors que le film dure qu'1h10. Si vous êtes fan d'effets pratiques, de films de serial killer ultra glauques et que vous cherchez à aller encore plus loin dans le réalisme et dans le gore, ouais, j'imagine qu'August Underground c'est fait pour vous. Mais si vous cherchez un minimum de scénario ou un minimum d'intérêt à regarder un film autre que la violence, allez voir ailleurs. Prochain film ? Man Behind the Sun. Ah, c'est le deuxième ? On est sûr que ça rentre dans la liste, Man Behind the Sun ?
Je vais pas vous mentir, à ce moment-là du marathon, on était déjà essoufflé, mais pas le temps de s'arrêter, c'est l'heure de Man Behind the Sun. Man Behind the Sun de Toon Fei Mo, réalisé en 1988, est un film hongkongais qui parle de la morbide unité 731. L'unité 731, c'est une unité militaire japonaise bien réelle qui a été active entre 1936 et 1945 pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle était menée par le général Shiro Ishii et avait une mission bien particulière. L'unité 731 était chargée de mener des recherches à grande échelle dans le domaine de la guerre biologique et chimique ainsi que les expériences létales sur les êtres humains. Ça sent déjà pas très bon, mais attendez la suite. Ces activités comprenaient notamment l'infection de prisonniers avec des maladies mortelles, la vivisection, le prélèvement d'organes, l'expérimentation de chambres hypobares. Les chambres hypobares, c'est des chambres dans lesquelles la pression atmosphérique et ambiante est extrêmement réduite, pour tester un petit peu jusqu'où le corps humain pouvait aller. C'est pas beau. L'amputation de membres et l'exposition de victimes à des agents chimiques et à des explosifs. C'était pas le camp du bonheur, l'unité 731, si vous voulez. L'unité 731, qui a malheureusement bien existé, a fermé en 1945 et est resté secret militaire pendant des années. Aucun prisonnier n'a survécu à l'unité 731 et parmi les militaires anciens membres du camp, seulement 12 ont été emprisonnés. Mais des témoignages d'anciens membres du camp commencent à popper par-ci par-là depuis les années 70 et c'est en 1981 que sort le livre La gourmandise du diable qui, lui, expose le camp 731 aux yeux du monde. Bref, l'unité 731 dans la vraie vie, c'est quelque chose d'extrêmement glauque et d'extrêmement tragique. Du coup, c'est pas étonnant que certains se soient dit « Tiens, on va en faire un film d'horreur ». Parce que oui, Man Behind the Sun, c'est pas un film historique, c'est un film d'horreur sur fond d'histoire. Mais ça, on va en reparler un petit peu. C'est assez difficile de résumer ce qui se passe dans Man Behind the Sun, parce que c'est avant tout une collection d'horreur et d'expériences sur les êtres humains. Il y a tellement peu d'histoires qu'on se rapproche carrément du torture porn même. Au début du film, on nous présente les jeunes de l'unité, ceux qui vont être formés pour travailler dans l'unité 731 et qui sont encore des enfants. On fait aussi la connaissance d'un enfant chinois muet, auquel il faudra pas s'attacher. Peu après ça, on voit l'armée japonaise faire des prisonniers et on a le droit au premier mort du film, qui n'est autre qu'un bébé. Oh là. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce bébé? Mais qu'est-ce qu'il fait? Putain, et August Underground, c'est petite bite, hein. Ouais, le film est assez extrême pour être sur la liste. Il y a ce truc super froid dans Man Behind the Sun qui est qu'il cite les victimes et l'âge qu'ils avaient au moment où ils sont morts, et au moment où on les voit mourir dans le film. Du coup, on a notre première victime, 0 ans, morte d'asphyxie dans la neige, et on enchaîne très vite sur les aspects les plus violents du film. D'un côté, la morgue et le crématorium, qui sont juste d'énormes charniers remplis de cadavres, où les seules personnes qui y travaillent sont obligées d'être alcoolisées pour supporter leur journée et l'odeur. Et de l'autre, les fameuses expériences sur les prisonniers. Et là, je m'apprête à vous en faire une petite collection, du coup, accrochez-vous. D'abord les expériences avec le froid, avec notamment des bras gelés puis trempés dans l'eau chaude pour pouvoir en arracher la chair des os, ou des doigts cassés après congélation. On nous montre également l'inoculation de peste bubonique aux prisonniers, des tests de bombes à des prisonniers dans des champs accrochés sur des croix, la fameuse chambre hypobar qui fait littéralement exploser l'intérieur d'un homme à l'extérieur. Mais ça va pas du tout, hein. Les chambres à gaz, les passages à tabac, la déshumanisation, bref. Au milieu de tout ça, on a le général Ishii qui est extrêmement perturbant et dérangeant dans sa volonté d'aller jusqu'au bout dans ses expériences. Il est vraiment filmé comme un monstre à la fois calculateur mais à la fois complètement imprévisible. Ça se voit notamment dans une scène après qu'il ait eu une révélation à propos de la bombe à fragmentation où il décide de jeter des services à porcelaine partout sur les gens. Il y a aussi cette scène où le général Ishii, qui avait inventé un purificateur d'eau, fait pisser un de ses militaires qui avait douté de son invention dans le purificateur et boit sa pisse. Très bonne ta pisse. Très bien ce purificateur d'eau. Boire la pisse de ses détracteurs, ça c'est un move de leader. Parallèlement à tout ça, on suit un prisonnier chinois qui a l'air d'un petit peu discuter avec les autres prisonniers et de vouloir s'évader ou en tout cas de vouloir transmettre la vérité au reste du monde. Le film fait absolument aucune concession.
Tout ce que je vous ai dit est montré, est graphique, rien n'est laissé à l'imagination, rien n'est hors champ. Et assez rapidement, le film enchaîne les expériences et les scènes chocs sans vraiment de sens ni de scénario. On a bien des scènes de remplissage sur fond historique, notamment une scène avec des enfants à qui on apprend à déshumaniser un maximum les prisonniers. Dans cette scène, le général rassemble les futurs militaires devant un prisonnier et leur demande ce qu'ils voient. La seule bonne réponse, c'est... 这拉上来的是马路大。 Les marouts ou maruta comme ils disent dans le film, ça peut se traduire par bout de bois ou bûche. En fait, dans la vraie vie, les paysans autour de l'unité 731 pensaient que c'était une grosse scierie et du coup, les énormes camions qui ramenaient les prisonniers, ils pensaient qu'ils étaient remplis de bûches de bois, d'où le nom. Mais toutes ces petites scènes ont surtout pour intérêt de relier entre elles les scènes chocs. Le seul personnage auquel on s'attache est malheureusement le jeune enfant muet, qui subit un des pires sorts du film. Je vais pas m'étaler sur cette séquence-là qui est extrêmement traumatisante, ceux qui ont vu le film s'en souviennent. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est cette scène-là notamment qui fait pour moi basculer ce film d'un film anxiogène et assez glauque à un film tout à fait détestable. Ouais, on a arrêté de faire des blagues là, mais y a pas grand-chose de rigolo dans Men Behind the Sun. Si, y a un type qui a inventé le design des fausses lunettes avec le nez et la moustache. Enfin, j'imagine que c'est sur celui-là qu'a été basé le design. D'ailleurs, tout ce plan de fin est complètement chelou. C'est qui ces mecs derrière? C'est quoi ce délire? À un moment donné, le général Ishii reçoit l'information que les Russes sont arrivés en Mandchourie et que l'unité 731 doit être démantelée. Maintenant il fait son choquette Pikachu là. Oh non! Oh non! Il ordonne alors à tous ses subordonnés de se suicider et de buter leurs familles et leurs animaux de compagnie, ce à quoi on lui répond « Ben non, fais-le toi !» C'est vraiment, il a dit tout le monde se suicidera et lui l'autre il a répondu bah vas-y je te regarde. Alors le général Ishii décide de couper la poire en deux en donnant à tout le monde une capsule de cyanure à prendre au cas où il serait attrapé par les Russes. À partir de là, le film rentre dans une autre phase encore plus lente où on démantèle le camp, on gaze les derniers prisonniers, on fout le feu aux résultats des recherches. Déjà que le rythme était un petit peu bâtard jusque là, mais cette dernière partie est vraiment longue. J'y pense, mais tu sais, genre nous on a l'histoire de Omar m'a tué en France. Mais je me dis que ce serait super galère pour les Japonais de faire la même chose avec leur sang, d'écrire un message juste avant de mourir, tu sais, avec les kanji et tout ça, ça leur prendrait des heures, il leur faudrait des litres de sang. Later. Putain, mais non! Il l'a fait! Incroyable! Il a eu le temps d'écrire genre du sol au plafond, là, 2 lignes. Et dans la dernière scène, on a le dernier survivant des prisonniers, un de ceux qui conspiraient pour donner la vérité au monde, qui se fait empaler par le drapeau japonais. Et c'est la fin du film. Enfin plus précisément, le film s'arrête sur un freeze frame avec des faits historiques qui défilent. On y apprend notamment que le général Ishii a bénéficié de l'immunité complète en échange des résultats de ses recherches, et que le résultat des recherches de l'unité 731 sur les armes bactériologiques et chimiques ont été utilisées dans des vraies guerres par la suite. Ah, le monde est si pur. Bon, avec tout ça, on en pense quoi de Men Behind the Sun? Vous l'avez compris, c'est extrêmement choquant et on vous a dit que le film était extrêmement angoissant, mais ce qu'on n'a pas dit, c'est que le film est aussi extrêmement beau et bien shooté. C'est quand même fou d'arriver à filmer des horreurs comme ça et que ça soit aussi beau à regarder. Le fait qu'il y a un fond historique et que ce soit des événements réels, on va pas se mentir, ça rajoute au réalisme des choses et ça rajoute à l'impact que ça a sur le spectateur. Mais à côté de ça, l'aspect historique, il est peu exploité. C'est super comme toile de fond, mais c'est pas très pédagogique comme film. On est sur de l'exploitation qui tâche avant tout. Le but, c'est de voir du gore. Et du gore, on en voit, en veux-tu, en voilà. On en voit beaucoup trop, on en voit au point où on n'en peut plus. Et ce qui dérange avec le gore dans Men Behind the Sun, c'est pas tant ce qu'on nous montre à l'écran que la façon dont ça a été fait. Et oui, parce qu'on vous l'a dit en début de vidéo, nous on y est allé complètement aveugle avec les films, on s'est pas renseigné dessus. Et quelle ne fut ma surprise quand je me suis renseigné sur les effets spéciaux de Men Behind the Sun. La réalité, c'est que pour le film, il n'y avait pas vraiment de boîte de production d'effets spéciaux pratiques attitrés. Et qu'il n'y en avait pas beaucoup à disposition de toute façon. Alors pour la plupart, ce sont de vrais cadavres qui sont montrés dans Men Behind the Sun. Vous vous souvenez de cette scène d'expérience sur le froid avec des bras plongés dans l'eau froide puis dans l'eau chaude pour en retirer la chair? Oui, vous vous en souvenez. Il se trouve que dans cette scène, c'est la nièce du réalisateur qui doit tenir des vrais bras de cadavres dans ses mains. Et qu'apparemment, c'était pas super agréable à tourner comme séquence. D'un autre côté, Men Behind the Sun, c'est un film qui a aussi de la cruauté animale. Et ça, c'est bien d'en être conscient avant de commencer à regarder le film. On a une scène d'un chat qui est dévoré par des rats qui est faite en effets spéciaux, mais les rats, eux, prennent plutôt cher. Notamment une scène où les rats sont brûlés, et même si apparemment tout le monde était très content de s'être débarrassé des rats,
c'est pas des choses à faire. Et c'est justement là où pour moi le film devient détestable et plus tellement justifiable. Que ce soit pour la cruauté animale mais aussi et surtout pour l'utilisation de vrais cadavres, je trouve pas ça très éthique d'en arriver là pour pouvoir faire un film d'horreur d'exploitation. Encore une fois, on parle pas d'un film important et pédagogique qui serait là pour informer la population d'une problématique. On est sur un film qui prend plaisir à montrer des images glauques et des images subversives. Pourquoi tant de violence, hein, j'ai envie de dire. Pourquoi la guerre? Ah ouais, là, c'est moche la guerre. Alors bon, est-ce qu'on est content d'avoir vu Men Behind the Sun? Oui, c'était une expérience unique et c'était spécial et c'était intense, mais c'était intéressant. Est-ce qu'on le reverra ou est-ce qu'on le recommande? Non. Pour moi, le film dépasse certaines limites et tombe dans le sensationnaliste et dans le macabre et s'éloigne un petit peu plus de l'art. Un petit chocolat chaud? Petit chocolat chaud? Oui. Ouais, petit chocolat. Prochain film? Quand on a parlé de League of Pigs sur la chaîne dans la vidéo sur l'expert extrême, je pensais vraiment pas qu'on reparlerait de cochons de sitôt. Et surtout pas dans ces circonstances-là. Mais nous voilà. Vase de noces De Thierry Zeno. Dans Vase de noces, on suit un homme seul qui se tape un cochon. C'est un petit peu réducteur, hein. Je vais être plus précis. Au début du film, on suit cet homme mystérieux et isolé dans une campagne qui met des têtes de poupées sur des pigeons. Et ça donne pas mal le ton de ce qu'on va voir dans le reste du film. Putain, je suis en train d'arrêter de respirer, c'est horrible. J'étais comme ça, je... Parce que tout ça, c'est une histoire d'un homme qui impose sa volonté à des animaux. Oui, on parle du Pig Fucking Movie. C'est comme ça qu'ils l'appellent aux États-Unis apparemment. C'est Vase de noces en anglais, The Pig Fucking Movie. Effectivement, cet homme qui a l'air pour le moins dérangé et seul est obsédé par la truie qui vit dans sa ferme. Et quand je dis obsédé, c'est malheureusement comme vous le pensez. Quelque chose qu'il faut que je dise dès maintenant, c'est que Vase de noces est un film extrêmement expérimental. Thierry Zeno, le réalisateur, c'est un cinéaste et artiste plasticien belge assez underground qui a fait pas mal de folies. Notamment son premier court-métrage qui se passe en hôpital psy et qui suit le peintre schizophrène Georges Moinet. La chouette arrêterait-elle à la pensée? La chauve-souris fuirait-elle le regard? Cherche de beauté à remplir la nuit. Thierry Zeno, ça fait partie de ces artistes, tu comprends pas trop, tu vois, mais barré sur une autre planète, et il est complètement fasciné par Félicien Rops, un autre artiste namurois. Oui, parce que Thierry Zeno est belge et namurois. Tout ça pour dire que Vase de noces, c'est extrêmement artsy, et ça se ressent dès les premières minutes du film, notamment avec le noir et blanc, la composition des plans et la musique. C'est joli de ouf, C'est super putain. joli. C'est méga beau. Mais aussi belle soit la musique, je sais pas moi, voir un type nu courir après une truie pour... Enfin bref, après une scène de Marco Polo, disons, suggestive... Celui que je touche, je le fous. Dis pas ça pour que je vois. Malheureusement, se passe ce qui doit se passer pour honorer ce sous-titre de Pig Fucking Movie. J'avoue que j'étais pas 100% serein pendant le visionnage de Vase de noces. Ah non, 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 non. Le pire, c'est que j'aime bien ça. En fait, je savais jamais jusqu'où ça allait aller, je savais jamais à quel point ça allait être explicite. Ce film est angoissant à sa manière. En fait, la musique est angoissante, le traitement du personnage sans aucun dialogue est angoissant, le personnage fait peur par essence, presque. Le simple fait de voir un homme aussi isolé être aussi dominant envers les animaux qui l'entourent, c'est malsain, je sais pas comment expliquer. On va jamais s'en sortir. Et c'est que le troisième, Nick sa mère. Tout du long du film, on se demande où sont les autres, on se demande si le personnage est seul parce qu'il est seul dans son coin ou si c'est le seul homme sur Terre. On se demande si on va voir un autre être humain ou pas. Spoiler alerte, non. Et aussi il y a cette notion un peu de religion dans le film avec notamment la musique mais aussi le rituel de sonnage de cloche. Enfin bref, après avoir croqué à la pomme, oui, abusé de la truie, oui, c'est ça, naissent 3 petits porcelets de cette union. Je me rends compte à quel point ça doit être étrange à entendre si t'as pas vu le film. Notre personnage principal décide de s'occuper des 3 porcelets comme si c'était ses enfants et donc de leur donner à manger. On a alors droit à une très longue scène de repas, presque religieuse dans la façon de le filmer.
porcelets tranquilles. Mais comme les porcelets refusent de se soumettre à sa volonté, il décide de les pendre. Pourquoi il a pendu le cochon? Ah ouais, la punition elle est pas proportionnée. Quand la truie... Il est trop bizarre à résumer ce film. Quand la truie voit ses 3 petits porcelets pendus, elle tombe dans un terrible désespoir et se suicide dans une mare un peu plus loin. D'ailleurs, juste avant son suicide, il y a une longue scène où la truie court un petit peu partout en hurlant de désespoir et c'est vraiment déchirant. C'est très long et c'est très stressant comme scène. On ressent vraiment toute la douleur d'une mère, un peu comme dans Orca. C'est super violent. J'ai trouvé cette séquence extrêmement triste. Notre personnage principal décide de s'enterrer à côté de sa femme, mais pris d'un second souffle, décide de sortir de terre et d'aller manger son caca. Non mais c'est que nous, au bout du 3e film, on trouvait ça normal tout ça. Après un dernier tiers de film entièrement dédié à la coprophagie, donc Théo jarre de merde, excréments récupérés directement dans la bassine dans laquelle le personnage fait. Oui, j'ai omis de le dire, mais il y a au moins 2 ou 3 scènes de défécation avec un sound design très bien choisi. Quelque part, il y a peut-être un message écologique derrière tout ça, directement du producteur au consommateur. Finalement, c'est peut-être un film sur le circuit court, tout ça. On a déjà fait la blague, non? Oui, c'était pour Making of. Bah écoute, ça nous ressemble bien. Bref, après ce dernier tiers de film... tout caca, le protagoniste plante une échelle là où c'est sa femme, la truie, et s'y pend. Eh ben c'était encore bien barré comme film ça. Alors je vais revenir déjà sur les inspirations du film, parce que je vous ai parlé de Félicien Robes, qui était une grande inspiration de Thierry Zeno, mais pour le film Vase de noces, la plus grosse inspiration c'est l'œuvre la plus connue de Félicien Robes, Pornocrates. Bon, je vais pas vous mentir, vous êtes pas sur une chaîne d'histoire de l'art, du coup je vais vous lire la description de l'œuvre. L'œuvre montre une femme qui serait une courtisane tenant un porc en laisse debout sur une frise en marbre. Elle a les yeux bandés et est presque nue. Elle porte de longs gants de soie noire, un chapeau plumé, des chaussures et des bas noirs, de même qu'un ruban de soie doré et bleu. Au-dessus du cochon à queue dorée se trouvent 3 putti ailés sur fond de ciel bleu. Selon Robes, les 3 amours, les amours anciens, à l'expression choquée et horrifiée. Eh bien, mesdames et messieurs, j'étais moi-même un de ces putti en regardant Vase de noces. Je pense qu'on était tous les deux un petit peu choqués et terrifiés. J'aime pas la façon qu'il a de suivre ce cochon. Parce que la composition est très belle, je l'ai déjà dit, mais le noir et blanc aussi est magnifique, et tout dans le film fait très artsy expérimental, mais pas spécialement dans le mauvais sens du terme. Non pas qu'il y ait un mauvais sens du terme à expérimental ou artsy, c'est pas spécialement mon type de cinéma d'habitude, et là je me suis laissé bien emporter par le film. Dès la scène d'intro, on sent que la relation entre le personnage principal et la truie n'est pas seulement d'ordre sexuel, il y a un petit peu un genre d'érotisme, un genre quelque part d'amour entre les deux, si on peut le dire comme ça. Excusez-moi, mais j'aimerais qu'on me tripote avec la même sensualité que cet homme tripote cette truie. Je vais peut-être refaire cette phrase. Ouais. Il y a une maîtrise globale de l'art cinématographique quand on regarde Vase de noces. Que ce soit dans le visuel, comme j'ai pu le dire, mais aussi dans la musique et le sound design. Une scène qui m'a beaucoup marqué, c'est celle où le personnage tombe peu à peu dans la folie alors qu'il est entouré de volailles et autres poules. Là, le sound design se mêle au caquettement des poules et des volailles et ça fait un espèce de mélange à la Jean-Michel Jarre assez détonnant. Cette ambiance de solitude et de désespoir complètement cynique qui embaume le film finit par vraiment traverser l'écran. Et finalement, c'est un film qui est un petit peu déprimant, mais dans le bon sens du terme. Alors oui, évidemment, pour les amis des animaux, trigger warning gigantesque. C'est jamais explicite, et évidemment qu'elles ont jamais été réellement tournées, mais il y a des scènes de zombies, et également une scène d'un poulet qui se fait décapiter en début de film. Mais si vous aimez le cinéma expérimental et que vous avez l'estomac bien accroché, ouais, Vase de noces, c'est probablement pour vous. Putain, elle déconne pas les dernières campagnes pour Cochonou, hein.
Oh, c'est l'heure du gros titre là. Le prochain film, c'est un film que j'ai énormément fantasmé. Je ne l'avais pas vu jusqu'à ce jour et c'était un film qui a une aura quand même, faut le dire. Un film mythique, un film légendaire, un film interdit, un film controversé. Guinea Pig Devil's Experiment. Enfin, nous voilà. Guinea Pig, le film qui a lancé le fan footage, le film qui a lancé le fausse neuf, le film qui a fait paniquer Charlie Sheen et qui a carrément contacté le FBI quand il a reçu une cassette parce qu'il pensait que c'était vrai. Véritable anecdote. Guinea Pig Devil's Experiment donc est un film japonais qu'on pourrait qualifier de proto-fausse neuf ou de proto-fan footage, qui est le premier d'une longue saga de Guinea Pig. Guinea Pig, c'est une saga de 6 films entre 1985 et 1991 qui a inspiré une saga américaine produite par Unearth Films, qui s'appelle donc American Guinea Pig, et qui compte 4 films entre 2014 et 2017. Alors de quoi ça parle Guinea Pig ? Dans Guinea Pig Devil's Experiment, on suit un groupe de 3 hommes qui fait subir une série de tortures à une jeune femme. Là pour le coup, c'est pas que je veux pas expliquer plus, c'est qu'il y a rien de plus en termes de scénario. Au début, on voit cette femme un petit peu suspendue dans un sac de filet au milieu de la jungle. C'est ce que ça ressemble à ça. Et ensuite, on la retrouve attachée à une chaise et les sévices commencent. Alors, sévices, faut le dire vite quand même, parce que Dieu merci, Guinea Pig est surtout très très drôle. Mais ça, on va y revenir. D'abord, j'attire l'attention sur la durée du film, qui a été très bien choisi par mes soins, parce que pour le 4e film du marathon extrême, avoir un truc de 50 minutes, ça nous a fait beaucoup de bien. Et mais surtout, heureusement, Guinea Pig, c'est surtout un film fait un petit peu à l'arrache et un petit peu mal branlé qui repose surtout sur son ambiance. Ambiance, faut le dire vite. Pour décrire le film, je vais plutôt vous parler des chapitres, parce que le film est chapitré en fonction des sévices subis par la jeune femme, ce qui rend le visionnage encore plus fragmenté et insupportable. Et ça commence par le premier chapitre, Hit, que j'appellerais moi Petite Gifle. En gros, les 3 malfaiteurs donnent des petites claques à notre victime. Quand je dis petite, c'est vraiment petite claque. C'est-à-dire que la victime a presque l'air de retenir un fou rire. Elle s'échatouille. C'est moi où elle se marre un peu, la comédienne. Non, je sais jamais quand elle va arriver, la claque, du coup, ça fait des petits picotements dans le ventre. Deuxième étape, kick, que j'ai renommé coup de pied, mais pour de faux. Parce que ça se voit à 3 km que les comédiens retiennent leur coup, il n'y a aucun coup qui a d'impact. C'est vraiment très mal réalisé à ce stade-là, mais c'est rigolo. Ça se voit que c'est pour du faux. Ça fait du bien, ça fait plaisir, reste avec nous. 3e chapitre, Claw, que j'ai renommé brûlure indienne. À cette étape-là, les 3 malfaiteurs pincent très très fort le bras de notre victime avec une pince. Ils tournent un petit peu là, pour téton violet, tu vois. Maintenant on va te faire des brûlures indiennes. Oh, ça fait du bien de rire. 4e chapitre, Spin, que j'ai renommé. Dans cette partie du film, les 3 malfaiteurs font tourner la femme sur sa chaise, qui est une chaise roulante qui tourne sur elle-même du coup. Ils la font tourner 100 fois. Personnellement, je connais des gamins qui ont plus d'endurance sur les tourniquets aux aires de jeu pour enfants. 5e étape, Sound, la torture par les sons insupportables, que j'ai appelé écouter le dernier album de Falling in Reverse. Je pense que je supporterais pas un album entier de Falling in Reverse dans les oreilles, ce serait l'équivalent de la torture du son dans Guinea Pig. 6e chapitre, Skin, pas les ongles. Pas les ongles. Il y a un truc à pas faire, c'est pas les ongles. On ne touche pas aux ongles. Dans ce chapitre, les malfaiteurs arrachent les ongles de la jeune femme. Et c'est pas cool, faut pas faire ça, c'est dégueulasse. Oula. 7e chapitre, Burn. Dans ce 7e chapitre, notre bande de criminels brûle notre victime avec des huiles chaudes et autres cires. Très kinky. Ah, ça me fout la dalle. L'huile chaude. Ouais, c'est une bonne friture là. Comme au début de Sadness. 8e chapitre, Worm, que j'ai appelé thérapie par les chatouilles. Je devrais nommer des choses comme ça. J'arrive bien à nommer les choses. Dans ce chapitre, nos 3 affreux Jojo se sont pris pour l'assistant réalisateur d'un plateau de Fulci et balancent des petits verres partout. En fait, on a tourné le film au rythme des asticots. Ils sont très mignons d'ailleurs les petits vers, très vifs. Il y en a beaucoup qui bougent beaucoup, c'est sympa. 9e chapitre, Guts, dans lequel les Mafra lancent des abats sur notre femme qui est
à ce moment-là endormi. Une autre scène extrêmement longue et extrêmement bizarre, comme toutes les scènes de ce film. Et enfin, Needle, que j'ai renommé, on a quand même réussi un effet. Parce que c'est le seul effet qui est un petit peu convaincant dans ce film, c'est l'effet de l'aiguille dans l'œil. Et c'est plutôt cool. Le truc avec ce film, comme je le disais au début, c'est que je l'ai beaucoup fantasmé et que je m'en étais fait un peu toute une montagne d'un film un peu incroyable, un peu interdit, un petit peu choquant, tu vois. Mais finalement, dès les premières images, on a l'impression d'être sur un vieux téléfilm M6. Il y a une profondeur de champ assez bizarre et c'est éclairé comme un vieux porno sur la 6. Waouh, on dirait un téléfilm. Il y a beaucoup trop d'angles, il y a beaucoup trop de caméras, on se demande qui filme et finalement tout est trop propre pour être fausse neuf, donc tout le côté réaliste s'en va directement. Bah déjà, on croit pas au fait que ce soit un snuff. On dirait vraiment que c'est éclairé comme une scène hot des Feux de l'amour en fait, c'est ça le truc, c'est ça. Même si au début c'est un peu drôle parce que le jeu d'acteur est pas bon du tout et que les effets sont risibles, eh ben on finit très vite par se faire chier dans Guinea Pig. On parle d'un film de 50 minutes avec 10 chapitres, vous vous rendez compte à quel point c'est long à regarder ? Ça va bébé? Tibou. Et du coup, c'est quoi cette histoire avec cette nana? Est-ce qu'elle vivait dans la jungle comme un marsupilami dans son filet et ils l'ont attrapé, ils l'ont remis à la fin? Ou est-ce que c'est juste des scènes parallèles à ce qui est en train de... Je comprends rien à ce qui se passe dans ce film. J'imagine que les American Guinea Pig doivent être autrement plus violents. D'ailleurs, probablement que les suites de Guinea Pig sont beaucoup plus vénères. À voir peut-être dans une prochaine vidéo. En attendant, c'était une petite brise rafraîchissante et un peu drôle et beaucoup moins longue que les autres films avant le boss final du marathon. Salaud ou les 120 journées de Sodome. Salaud ou les 120 journées de Sodome de Pier Paolo Pasolini, 1975, Italie. Ça fait longtemps qu'on tourne, même là, tu vois, même la partie face cam, ça fait longtemps qu'on tourne. Je sens que tu commences à être excédé. J'en ai marre. Avant d'attaquer ce monument du cinéma qu'est Salaud, on va parler un tout petit peu de Pasolini, son auteur. Pier Paolo Pasolini est un écrivain, poète, peintre, journaliste, traducteur, dramaturge, artiste visuel, acteur, scénariste et réalisateur italien, né le 5 mars 1922 à Bologne. Tout comme Ariel Dombal, Pasolini a de multiples casquettes. Ariel Dombal serait Les puristes vont nous détester. C'est un artiste très engagé politiquement, marxiste convaincu, antifasciste, il est très critique de la démocratie chrétienne et ses œuvres souvent reflètent ses convictions politiques et ne laissent pas ses contemporains de marbre. Par exemple, son livre Les Ragazzi, qui traite de la prostitution masculine, a fait beaucoup de bruit à l'époque. Le bouquin a été qualifié d'obscène et la magistrature de Milan a déposé plainte contre Pasolini pour son œuvre qu'elle a jugée à caractère pornographique. Tout ça pour vous dire que Pasolini c'était un chocho qui en avait un peu rien à foutre de montrer des trucs dégueulasses. En gros, c'est ce qu'il faut retenir de ce que je viens de dire. Revenons à Salaud et faisons un petit synopsis global, voulez-vous bien. On est en 1943 dans la République fasciste de Salaud et 4 notables italiens fascistes décident de kidnapper des jeunes femmes et des jeunes hommes pendant 120 jours dans une villa pour leur faire subir tout un tas de saloperies. Vu que je sais bien nommer les choses, j'ai nommé Soirée Epstein X PDD organisée à l'Elysée. C'est à peu près comme ça qu'il faut voir le truc, faut l'imaginer comme ça. Ça y est, c'est devenu est devenu très politique. Les 4 notables pas sympas du tout sont le duc, l'évêque, le juge et le président. Le film est basé notamment sur les 120 journées de Sodome du Marquis de Sade, mais pas que, parce que t'as carrément toute une bibliographie en début de film, et le film aurait dû être le premier d'une trilogie qui ne verra jamais le jour. Enfin bon, on en reparlera de ça. Mais trêve de bavardage, passons au film. Salaud! Salaud. Le film, comme Guinea Pig, est constitué de chapitres. Oui, j'ai comparé Salaud à Guinea Pig, et j'en ai rien à branler. Le premier chapitre s'appelle Antinferno, ou le vestibule de l'enfer. Dans ce chapitre, les notables choisissent et kidnappent manu militari 9 jeunes hommes et 9 jeunes femmes. Scusate, ma sono ordinato di fare così. Ils se promettent à chacun la fille de l'autre en mariage. C'est dégueulasse, mais ça reste regardable pour l'instant. Bref, ils emmènent les jeunes hommes et les jeunes femmes dans un palais où ils les séquestreront pendant 120 journées pour leur faire subir tout un tas de saloperies dégueulasses pour leur propre plaisir, en les utilisant notamment comme esclaves sexuels et globalement pour leur faire subir un maximum d'horreur. Ils les préviennent d'entrée de jeu, ici pas de liberté, pas de bonheur, pas d'espoir, les prisonniers devront exécuter absolument toutes les volontés des notables et ceux qui dérogeront aux règles seront sévèrement punis. Spero non vi siate illusi di trovare qui la ridicola libertà concessa dal mondo esterno. Évidemment que les notables sont accompagnés d'une équipe de soldats armés, de leurs nouvelles femmes, enfin des filles des autres, ce qui est toujours aussi dégueulasse, et de 4 prostituées complètement jetées sa mère.
Bon, à partir de là, on rentre dans le vif du sujet. C'est pas facile à regarder, mais au moins c'est facile à décrire. Puisqu'à partir de là, le film est divisé en 3 cercles. Premier cercle, il girone delle manie, ou le cercle des passions. Pendant toute cette partie du film, on assiste à un maximum de viols, de domination sexuelle diverses et d'agressions. C'est pas ouf. Il faut pas faire ça. No. On assiste au début du rapport de force extrêmement violent entre les notables et les prisonniers, et tout ce qu'ils peuvent leur faire subir sans même qu'ils puissent se défendre. Je suis même pas sûr de pouvoir décrire le quart des scènes de ce qui se passe dans Salo, ou en tout cas surtout dans ce premier cercle. Sachez que c'est chaud en vrai. Bon, bah c'est pas la joie. Si notamment il y a un mariage forcé entre un prisonnier et une prisonnière, et ensuite il les oblige à avoir des relations sexuelles devant eux, en dehors de ça, on est surtout sur de l'agression sexuelle et sur de la domination extrêmement malsaine. Le deuxième cercle, Girone della merda, je pense que vous... Si, j'ai besoin de traduire, nous réserve d'autres surprises. J'aurais bien aimé passer une après-midi sans caca, c'est trop demandé. Dans ce cercle, les déjections humaines deviennent cool, deviennent l'objet de désir, deviennent le centre des passions, ouais. Ah. Le caca. Globalement, tout le monde mange du caca. Voilà, on a un banquet de caca, il faut que les prisonniers et les prisonnières fassent caca seulement pour les donner à manger aux notables ou pour les manger eux-mêmes, ou pour alimenter une grosse bassine de caca dans lesquelles les prisonniers doivent se baigner. C'est dégueulasse ça. T'as faim? Bref, cette partie du film, on va pas se mentir, c'est un peu de la merde. Pendant ces 2 chapitres, l'action est ponctuée de récits racontés par les prostituées qui accompagnent les notables. Des récits qui sont supposés mettre tout le monde dans l'ambiance pour les orgies qui doivent se passer après. Orgies non consenties, bien évidemment. C'est pas bien, hein. Nous on est là, on s'amuse. C'est pas bien. Genre, c'est con de devoir le dire, mais bon. Oui, non mais quand même, oui. Du coup, dans le premier cercle, on a une dame qui raconte, c'est viol en fait, c'est viol et son histoire d'abus sexuel depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est supposé exciter les notables. C'est cool, le monde est cool. Et dans le deuxième cercle, une autre dame raconte sensiblement le même genre d'histoire, mais pour coller au thème, avec beaucoup plus d'histoires de caca. Mi obbligò a raccogliere parte dei miei escrementi con la punta delle dita, somministrandoglieli come fossero una pappa. Faut pas manger du caca, non. Non, c'est pas bien. Moi, je devine, hein, infection en tout genre, bactéries, maladie en tout genre. Ce serait le nom d'une pharmacie toute nulle, ça. Maladie en tout genre. Je veux bien qu'on soit pas les plus intellectuels de la plateforme, je veux bien qu'on n'ait pas le contenu le plus recherché et que nos sujets soient pas les plus élevés en termes d'intellectualisme. On parle pas autant de caca sur la chaîne d'habitude, c'est ça que je veux dire. Au moins, sur Delevated, il n'y a pas de faux semblants. On ne se donne pas des grands airs. Quand on parle de Two Girls, One Cup, on parle de merde. Et on ne parle pas de la société consumériste qui nous consomme nous-mêmes en tant que consommateurs. Non. On y reviendra à ça. Et enfin, dernier cercle, Girone del Sangue, le cercle du sang. C'est l'étape où les prisonniers et les prisonnières qui ont dérogé au règlement des notables sont supposés être punis de façon très sévère. On a de la torture, des viols, des coups de fouet, des viols, des parties génitales brûlées à la bougie, des viols, une énucléation, bref, c'est ravissant. Le film se termine sur 2 soldats qui dansent en parlant de leur copine. Oui, je suis passé un peu vite sur Salo, vous m'en voudrez pas, hein, ça a été une grosse journée. On va pas se mentir, Salo c'est difficile à regarder, faut avoir l'estomac bien accroché, notamment sur tout le cercle de la merde, qui a quand même quelques scènes assez dégueulasses. Y'en a marre des histoires de caca, y'en a marre des histoires de caca, y'en a marre des histoires de vie, y'en a marre des histoires d'inceste, y'en a marre des histoires de relations non consenties avec des enfants, y'en a marre. J'ai même plus envie de faire caca, moi. Voilà, c'est terminé. Il y a des triggers évidents sur les violences sexuelles et les violences psychologiques, et le final est gore. Mais malgré tout, le final est un peu anticlimactique. On s'attendait à plus d'un film comme Salo, avec tout ce qu'on avait subi depuis le début de la journée. Ce que je veux dire, c'est que le reste est long, lent, et vraiment on ressent l'horreur de ce qui se passe, et quand le gore arrive en fin de film, finalement on se dit il lui a arraché un œil. C'est pas ce qui lui est arrivé de pire pendant le film. Alors je vais parler du truc le plus évident, c'est très beau.
C'est très bien shooté, c'est visuellement, ça a de la gueule, salaud. On n'est clairement pas dans August Underground, là Pasolini il sait ce qu'il fait avec sa caméra. Et il en avait les moyens visiblement. Tout est quasiment filmé en intérieur, un peu à la manière de Man Behind the Sun, ça donne quelque chose d'assez angoissant, mais la mise en scène permet de respirer un petit peu plus, avec beaucoup plus de hauteur sous plafond et des plans plus larges. Ça en fait pas un film plus supportable, mais au moins on respire un peu plus. Mais le film reste extrêmement angoissant et les notables, par exemple, sont vraiment terrifiants. Je pense à ce type qui louche et qui est extrêmement badant, qui joue dans Le Parfum de la Dame en Noir, et on dirait un petit peu le rat gardien de Joel dans Marquis s'il avait pris forme humaine. Bref, c'est bien joué, c'est bien éclairé, il y a cette vibe italienne des années 70 que personnellement j'adore, c'est techniquement très bon, mais le rythme, toujours le rythme, c'est plus que bâtard, c'est beaucoup trop long, le film dure presque 2 heures. Il n'y a aucune progression de scénario, il n'y a aucune évolution parmi les personnages. D'ailleurs les personnages, on s'en fout un peu de qui c'est et comment ils s'appellent, à part les notables qu'on reconnaît un petit peu, les autres sont un peu interchangeables. Au début du film, dans le vestibule de l'enfer, on annonce ce qui va se passer pendant les 120 journées, donc de la torture et des horreurs, et on annonce qu'à la fin des 120 journées, il y aura des punitions. Et du coup, il y a absolument aucune surprise pendant tout le film, parce que ça se passe exactement comme ça. C'est un peu comme Man Behind the Sun à ce niveau-là, ça fait un petit peu collection d'horreurs sans vraiment de fil conducteur ou d'histoire intéressante qui te permet d'être tenu en haleine jusqu'à la fin du film. Et puis du coup, ça fait un scénario qui se résume en 2 phrases et pas très intéressant. Tout est établi dans la première scène, et ensuite c'est plus de la même chose. Pour le coup, comme August Underground. Et puis le dernier cercle semble vraiment rushé par rapport aux autres, notamment par rapport aux notables, ils commencent à perdre la boule d'un coup et c'est pas vraiment expliqué, il n'y a pas vraiment de progression jusque là. Enfin, je veux dire, ils sont fous dès le départ, entendons-nous, mais il y a un moment où ils vrillent complètement. Et il y a aussi des incohérences dans ce dernier tiers, il y a par exemple des prisonniers qu'on n'a jamais vu désobéir qui se font quand même punir, et d'autres prisonniers ou prisonnières qui disparaissent complètement du film. Alors peut-être que ça peut être expliqué par la mort de Pasolini avant la fin du montage du film. Peut-être que ce meurtre pour lequel il n'y a aucun coupable aujourd'hui, mais dont les théories penchent pour un assassinat politique, a pesé dans la balance. Presque méconnaissable, Pasolini a été sauvagement battu et écrasé à plusieurs reprises avec sa propre voiture. Il avait de multiples fractures et ses testicules avaient été écrasés par ce qui semblait être une barre de métal. L'autopsie a révélé que son corps avait été partiellement brûlé à l'essence après sa mort. C'est à la fois très violent et très tragique, mais aussi très raccord avec la journée qu'on a vécue et l'expérience, donc j'étais presque pas surpris. Cela dit, putain de merde, hein, entendons-nous bien. Et des bobines du film salaud auraient été volées au cours de ce meurtre, ce qui expliquerait un petit peu le rythme dégueulasse de la dernière partie du film. Pasolini a jamais eu le temps de finir le montage, finalement. Un peu comme moi pour la vidéo d'Halloween qui est jamais sortie. Sauf que moi, personne ne m'a matraqué les parties. Bref, dans le restant du film, il y a des séquences beaucoup trop longues malgré tout, et ça fait un tout plus que prétentieux. Parce qu'il y a les scènes de récit absolument dégueulasses dont je vous ai parlé, mais les cercles sont aussi ponctués par des scènes de discussion entre les notables qui se branlent sur des concepts philosophiques, sur le pouvoir et l'animalité, le sens du désir. Elles ne savent pas que la bourgeoisie n'a jamais hésité même à tuer ses fils. Du coup, on nous montre du et du de façon ultra classiciste. Et c'est le problème majeur du film en dehors de son rythme. Il y a une dénonciation claire de la bourgeoisie, mais c'est montré de façon archi-bourgeoise. Du coup, je sais pas où me placer par rapport à tout ça. La forme s'accorde avec le fond, mais de façon un peu hypocrite et contradictoire. Et du coup, ça fait un tout un peu détestable. J'ai un peu l'impression qu'un artiste bourgeois a chié dans un bol devant moi et est en train de m'expliquer que son caca est plus artistique que le mien, et ça m'énerve. Le film a un statut de film classique, culte, il a été censuré, banni, tout ce que tu veux, mais concrètement, c'est pas pour moi. Je le laisse pour le public niche qui se branle sur les musées d'art conventionnel, mais qui aime encore jouer avec son caca. Du coup, difficile à conseiller. Je vous le conseille pas pour un date, quoi. Surtout pas pour un premier date, à moins que vous vouliez passer pour un gros dégénéré qui mériterait d'être sur une liste quelque part. Ouh, c'était un ride, hein. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Ok. D'ailleurs, la vidéo entière devait être peut-être déprimante pour certaines personnes, alors pour se faire pardonner, on vous laisse sur ce magnifique lip dub de Mes Lumières d'Espoir, du générique de fin de Winnie l'Ourson 2, Le Grand Voyage. Toi la lune, toi ma bonne étoile, et m'aider, mon cœur me fait mal. Je suis seul dans le noir, cherchant un rayon d'espoir, éclairez-moi. Je
soleil pour baliser. Et que la nuit s'achève, emportant mes rêves pour oublier. J'espérais vous voir briller toujours, mais les étoiles meurent avec le jour. Même la grande ours n'a pas su voir le petit os perdu dans